Bonsoir. Les hôpitaux publics sont en grève depuis ce matin, mercredi 17 novembre 2021, et ce pour 4 jours. Quel impact donc cet arrêt de travail aura-t-il sur le corps médical? On en débat tout à l'heure et en tout début d'émission. Et ce soir, il sera question des sapeurs-pompiers militaires et du sécurisme en Côte d'Ivoire. Notre invité, l'invité du talk, est le colonel-major Issaka Sako. Il est commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Analyse pertinente et débat constructif. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre live talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux dans ton compagnie parce que, bon, heureux, façon de parler, parce que quand même, on a dormi hier avec un petit goumen quand même éléphantesque. Ouais, un tout petit peu quand même. Ça va. On a beau se dire qu'il y avait d'autres challenges, il y a la canne, tout ça, mais ça nous a fait mal quand même. Oui, mais je tenais à commencer l'émission le disant quand même. Ça reste du foot. Vous nuancez ça? Oui, je nuance pour pas que ce soit un drame national. Oui, mais en plus, moi... Peut-être pas un drame, mais c'est quand même une déception, hein, parce qu'on avait vraiment espéré être... Surtout qu'on n'avait pas été à l'édition de 2018, on se disait quand même que celle de 2022 au Qatar, les éléphants pouvaient y être. Donc vous imaginez aisément que c'est plusieurs millions d'Ivoiriens qui sont déçus. Hasard du calendrier, c'est le colonel Issa Sako qu'on reçoit les pompiers, parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont besoin d'une assistante certainement. Je crois qu'il va nous donner on lui poser la question. On va lui poser la question pour savoir... Il y en a combien qui sont tombés hier qu'on a dû relever. Donc je rappelle que notre invité, c'est le colonel-major Issa Sako, qu'on va recevoir tout à l'heure. Élisée Bolougou, André Bois, bonsoir, messieurs. Bonsoir, Brice. Bonsoir, Brice. Eh bien, on va en votre compagnie, c'est vrai, on a parlé de cela, mais bon, moi, ce qui m'a rassuré, c'est qu'en plus, ce n'était pas une qualification directe. C'est pas genre, si on gagnait le match, on partait au mondial. Voilà. C'est barrage. On allait au barrage, mais après, c'est 2 matchs qu'il fallait jouer. Un match à Abidjan, un autre match à l'étranger. Donc, ça pouvait être quelque chose. Si on perdait, c'est-à-dire on pouvait gagner ce match et puis perdre et puis ne pas perdre passer. les 2 autres matchs. Bien sûr. Voilà. On est des mauvais perdants, oui, on le reconnaît dans l'oreillette, on me le dit. Bon, on va tout de suite pour notre petit débat. Et pendant ce temps, pourrait-on dire, les hôpitaux publics sont en grève pour 4 jours à partir d'aujourd'hui. Quel impact, en tout cas, quel est l'impact de cette situation? C'est le sujet de notre petit débat. Élisée Bolougou, vous qui plantez les décors, eh bien, que se passe-t-il dans nos hôpitaux? Comme vous l'avez si bien dit, hein, il y a une grève qui a été lancée 4 jours déjà, renouvelable, qui a été lancée aujourd'hui dans les établissements publics hospitaliers. Et à la vérité, les infirmiers, ou du moins le personnel soignant, exigent la mise en application comme motif de revendication de la loi portant réforme hospitalière et aussi exigeant de signature de décrets, notamment projet de décret instituant une indemnité de suggestion sanitaire aux fonctionnaires agents de l'État. Il y a une série en tout cas d'éléments pour lesquels ils rentrent en grève. Et c'est vraiment dommage qu'on puisse en arriver là. On s'était dit qu'après le mémorandum qui avait été signé entre le gouvernement au temps du Premier ministre Amadou Gon et tous les syndicats, je dirais, des corps sociaux en Côte d'Ivoire, on ne s'attendait vraiment pas de sitôt à être encore face à des grèves. Mais voici la situation qui est là. Mais bon, on espère, puisque entre-temps, il y a eu le Premier ministre qui devait avoir une rencontre avec les représentants des syndicats qui étaient en grève. On espère que les discussions se portent bien. Certains syndicats? Certains syndicats, oui, voilà. On espère que vraiment les discussions vont bon train et qu'on pourra avoir des résultats positifs. Alors, sont concernés donc par cette grève les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, les ingénieurs d'un service de santé, les inspecteurs de soins, les infirmiers, les sages-femmes, les techniciens supérieurs de la santé, les aides-soignants, les auxiliaires de santé et de soins, le personnel administratif, les agents contractuels du secteur de la santé. En un mot, pratiquement tout le corps. En un mot, pratiquement. Oui, mais parce que c'est la Cordi Santé et un autre de ses partenaires, enfin... C'est vraiment la fêtière qui coordonne l'ensemble des syndicats ou des corps qui sont rassemblés dans un grand organe qui décide aujourd'hui de faire cette grève-là qui est censée donc toucher l'ensemble du corps. Enfin, déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'ils reconnaissent qu'il y a un service minimum à assurer. Parce que la question que j'allais me poser, c'est, OK, si tous ceux-là sont en grève, qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est que déjà, il y a le principe du service minimum. Voilà, ils doivent continuer de faire tourner un certain nombre de services
il y a les urgences. Enfin, si vous voulez, les services ne tournent plus à plein régime. Voilà. Mais ils tournent. Voilà, parce qu'évidemment, on a prêté le serment d'Hippocrate, donc il faut faire en sorte quand même de manifester son mécontentement et de continuer de servir quand même justement son serment. Donc, mais André, là aussi, il va falloir aussi qu'on soit assez vigilant parce que dans l'une de leurs déclarations, ils ont dit que pour l'instant, ils feront le service minimum pour donner une chance aux discussions. Mais si d'aventure, il y avait une nécessité, ou du moins, leurs revendications n'étaient pas prises en compte, et qu'en plus de ce fait-là, ils étaient brimés, ou bien il y avait arrestation de personnes, ou bien il y avait des actions contre leur mouvement, ils pourraient carrément et purement suspendre même le service minimum, c'est-à-dire arrêter tout. Donc il y a aussi cette menace-là qui est là. ça reste une menace, mais voilà, je pense qu'ils ne vont pas arriver là. Parce que, moi, je pense qu'on n'y arrivera pas dès l'instant déjà que les plus hautes autorités ont pris à bras le corps la situation, ont décidé d'échanger avec les concernés. Je pense qu'on va s'étendre vers... Et c'est la prière de toute la population, hein, parce que c'est vrai qu'il y a certains secteurs d'activité, quand ils font grève, bon, on ne dit pas que ça n'a pas trop d'impact, mais certainement pas comme l'impact concernant le cas de la santé. Comme quelqu'un pourrait le dire, si peut-être un professeur, un enseignant fait grève, on peut encore rattraper les coûts. Mais quand, par exemple, un médecin fait grève et qu'il y a mort d'homme, on ne peut plus ressusciter. Messieurs, tous les deux, est-ce qu'on peut dire que le secteur de la santé en Côte d'Ivoire est malade? À peu près comme dans tous les pays de notre niveau. Je veux dire que le plateau technique doit être amélioré. Voilà. Mais après, il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'investissements ces dernières années dans le milieu de la santé, comme dans beaucoup d'infrastructures. Vous savez, il y a des zones où il n'y avait pratiquement pas d'hôpitaux. Ils en ont construit, etc. Donc, il reste quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, si ces compatriotes-là se plaignent, c'est que voilà, ils veulent toujours que la situation s'améliore. Mais là, après, est-ce qu'il n'y a pas une forme de... Oui, allez-y, terminez. Oui, rapidement. Après, moi, il faut qu'on regarde vraiment au plus près ces revendications. Il y a des revendications corporatistes, mais il y a aussi des revendications qui portent aussi sur la façon dont on traite globalement même les malades qui arrivent, les usagers. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut plus de moyens pour qu'ils soient à l'aise pour traiter. Et ça, j'aimerais souvent voir les gens se plaignent parce qu'on n'a pas assez de moyens. Bon, là, on reste toujours sur des questions de salaire, donnez-nous un peu plus d'argent, donnez-nous un peu plus de cela, des primes, des ceci, cela. OK, on est d'accord. Mais à un moment, il faut vraiment, quand on a le minimum, parce que le pays aussi a les moyens qu'il a, il faut faire quand même le maximum pour que les uns et les autres soient mieux pris en charge. Est-ce que Élisée, terminez oui, aussi, moi, je veux rebondir un peu sur ce qu'André a dit. Ben, moi, je pense que c'est de bonne guerre de faire des revendications d'autres corporatistes, parce que tout le monde cherche plus ou moins à ce que ses conditions de vie soient améliorées. C'est de bonne guerre. Maintenant, comme je le dis, moi, est-ce que la procédure, disons, la grève a suivi la procédure qu'il faut? C'est-à-dire qu'il y a eu un préavis, des préavis qui ont été adressés aux autorités, et comment les autorités sont comportées vis-à-vis de ça pour qu'aujourd'hui on arrive à la grève. C'est des éléments comme ça qu'on doit chercher à savoir. Il y a eu des préavis, je vois. Voilà, c'est déjà de leur plein droit de revendiquer. Et maintenant, comme je l'ai souvent l'habitude de le dire, pour répondre à ta question, si le système sanitaire est malade ou pas, moi je pense à titre personnel qu'aujourd'hui, déjà le secteur dont on parle, c'est un secteur qui est perpétuellement en défi en fait, c'est un défi perpétuel. Il y a toujours de nouveaux défis dans le secteur de la santé. Parce que d'abord, il faut que le plateau technique soit renforcé. Il y a des maladies qui sont découvertes au quotidien. Il y a des pandémies face auxquelles on fait face actuellement. Donc, c'est un défi permanent. Et à ce niveau-là, ça demande vraiment que les autorités fassent beaucoup plus d'efforts. Pas qu'ils ne font pas d'efforts jusqu'à présent, parce que la preuve, on est tous en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il y a quelques années de cela jusqu'à aujourd'hui en tout cas, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Il y a eu des centres de santé qui ont été construits, on a eu des plateaux techniques qui ont été mis à niveau. Aujourd'hui, quand même, on a des hôpitaux de référence en Côte d'Ivoire. Mais comme on le dit, ça ne suffit toujours pas parce que la population ne fait que grandir et les besoins deviennent de plus en plus pressants. Donc, il revient maintenant au gouvernant de trouver dans tout ce schéma-là comment affecter les priorités pour qu'on ressente moins ça. Moi, ma question, justement, c'est est-ce que, justement, la population n'est pas un tout petit peu otage de ces systèmes? Parce qu'aujourd'hui, les médecins ne sont pas très contents de leur hiérarchie du système. Et puis, ils décident de faire service minimum, souhaitant qu'il n'y ait pas de cas graves dans cette période-là. Mais sinon, qui en pâtit, encore une fois? Oui, mais on ne peut pas aller jusqu'à dire que la population est otage, parce que de toutes les façons... Non, je comprends que la population soit vraiment prise comme, j'allais dire, élément pour obtenir un peu plus de la part des gouvernants. Je le comprends, mais on n'ira pas jusqu'à dire qu'elle est otage, simplement parce que, peut-être sauf erreur de ma part, la question du service minimum
n'est pas inscrite dans notre constitution, dans notre loi. Voilà, donc par le passé, ailleurs, j'ai déjà vu des pays où la question du service minimum est inscrite, c'est-à-dire que c'est une obligation. Si vous ne le faites pas, vous avez un frein là-bas. Voilà, sur un certain nombre de choses. Donc là, si eux-mêmes, en tant que syndicalistes, ils décident, ils pensent qu'il est important de faire un service minimum, c'est déjà preuve de bonne foi de leur part et preuve aussi de respect aussi de leur serment et de leur sacerdoce. Donc c'est une très bonne chose et je ne pense pas que la population va être totalement prise en otage, mais c'est sûr qu'elle va sentir le coup, d'où la responsabilité du gouvernement de réagir très vite pour trouver des solutions. Il ne s'agit pas qu'eux, ils trouvent à 100% résolution à leurs revendications, mais il faut que le dialogue soit ouvert. On en a vu aujourd'hui des syndicats qui n'appelaient pas à la grève, qui se sont retrouvés justement autour de la table. Et donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le débat et permettre de décourter ce mouvement-là, parce que ça fait pas mal de mois qu'on parle déjà de prime Covid, donc il y a trop de choses qui se cumulent. Donc il faut absolument réagir avec promptitude de la part du gouvernement. Alors, on en parle, on appelle à la discussion, on invite les uns et les autres à la table de discussion, sauf qu'il y en a, par exemple, qui ne sont pas partie prenante des syndicats, parce qu'on a dit certains syndicats, il y en a d'autres, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On ne fait rien, enfin, ça dépend de... Ils ne sont pas partie prenante de la grève. Est-ce qu'on les invite également à la table de discussion? Non, mais c'est pour ça qu'on dit, quand une grève arrive, je te laisse la parole là-dessus, quand une grève arrive, on dit, bon, il y a 50% des travailleurs qui ont travaillé ou qui n'ont pas travaillé, parce qu'ils ne sont pas tous affiliés à la au même syndicat. Donc, voilà. Donc, du coup, il y a toujours des gens qui travaillent, et il y en a qui ne travaillent pas parce qu'ils sont en grève. Non, mais moi, je pense que de toute façon, qu'il y ait des syndicats qui ne soient pas partie prenante à la grève, toujours est-il que ceux, en tout cas, qui sont engagés ici, pour moi, sont les plus significatifs. Et ça, on ne peut pas le nier. Le Cordi Santé et le SICAMSI, c'est environ 16 syndicats qui sont engagés, donc ça fait vraiment beaucoup. Je crois que c'est la grande majorité qui est là et je suis conscient que, effectivement, l'État, les gouvernants le savent et voilà pourquoi ils ont pris le problème à bras le corps, ils ont décidé déjà d'engager les pourparlers sur cette question-là. Maintenant, moi, je voudrais aussi juste faire un appel à l'endroit du corps médical. C'est vrai que c'est légitime de vouloir toujours avoir des meilleures conditions de vie et tout ça. Maintenant, après aussi, il faut tenir compte de l'environnement dans lequel on est, l'environnement, je dirais, social, l'environnement politique, l'environnement économique dans lequel nous sommes. Et ça, c'est des éléments aussi qu'on doit pouvoir regarder de près. Aujourd'hui, tout le monde est dans une mouvance vraiment d'apaisement. C'est vrai qu'on privilégie les échanges, on privilégie le dialogue. Mieux vaut vraiment aller sur cette tendance-là, il faut aller dans cette dynamique-là et puis trouver une solution. Je vais utiliser une expression en rapport avec notre invité. Pourquoi on joue toujours les pompiers, tu vois? Parce qu'ils ont déposé un préavis, ils ont menacé. On attend qu'ils partent en grève pour qu'à un moment donné, on les reçoive, qu'on essaie Pourquoi on arrive toujours à ces situations-là pour qu'on vienne résoudre des problèmes plutôt que les éviter? Pour ça, je ne vais pas défendre des gouvernants quels qu'ils soient. Je pense que de toutes les façons... Ils espéraient que le mouvement allait s'estomper, non? Non, pas forcément, parce que dans tous les pays, il y a des grèves. Bon, voilà, c'est un signe d'expression démocratique pour exprimer sa souffrance au travail ou dire qu'on n'est pas bien traité d'un point de vue même financier, etc. Mais il y a une réalité, c'est que souvent, on ne peut pas tout donner non plus. Donc, oui, mais par exemple, là, on se rend bien compte que, par exemple, il y a un autre niveau de discussion qui est engagé, par exemple, avec le Premier ministre. Pourquoi est-ce qu'on attend qu'on soit à ces extrémités, là, ou à ces situations extrêmes, par exemple? Brice, c'est même l'exemple des doctorants. Parce que quand le ministre seul dit que non, on ne peut pas vous recruter, on dit non, nous, on veut parler au président de la République. C'est un peu ça, ça veut dire que de toutes les façons... Et puis, on permet qu'il parle au président ou pas? Oui, on permet qu'il parle, mais de toutes les façons... Dans tous les cas, ils vont parler au président. Mais ils peuvent ne pas le faire, mais ils se disent qu'il y a des marges de manœuvre que le ministre n'a plus ou n'a pas. Parce que ça, les questions d'arbitrage budgétaire, c'est vraiment, les ministres ne font que ça. Il y a des ministres qui disent non, chez moi là-bas c'est compliqué, il faut que vous mettiez un peu d'argent. Le ministre budget va dire non, mais nous, il n'y en a pas juste en dessous, c'est compliqué. Donc c'est des arbitrages et puis on finit par dire bon, monsieur le Premier ministre, il va falloir que vous tranchiez, c'est vous. Est-ce que là, vous pensez qu'on va récupérer l'argent qu'on a prévu pour construire 2 lycées? Est-ce qu'on peut récupérer ça pour donner aux agents de santé? Enfin, je dis des choses comme ça pour montrer un peu, souvent, la difficulté aussi des gouvernants, quels qu'ils soient, en fait. Moi, je pense que si c'est vrai que parfois, ou du moins certaines fois, il arrive que peut-être certains gouvernants, certains ministres peut-être décident de faire la sourde oreille devant des revendications. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas trop le cas, en tout cas pour ce qui est de maintenant. Mais comme le disait André, et c'est là que je voudrais chuter,
c'est qu'il faut dire que dans la réalité, dans la vérité, quand on regarde un peu les revendications qui sont évoquées ici, il y a des niveaux qui sont au-dessus d'une volonté ministérielle. Parce que là, par exemple, quand on parle de tout ce qui est de budget, d'augmentation du salaire et autres, mais quand on parle des conditions d'amélioration du CHU, du plateau technique, d'un certain nombre de trucs, ça c'est vraiment au haut niveau que ça se décide. Parce que ce n'est pas des choses qu'un ministre peut à lui seul prendre la responsabilité d'apporter des réponses. Ça, ce n'est pas possible. Et généralement, il y a un cadre qui est défini pour ces gens d'échange. Lui, quand il rencontre quand le conseil de gouvernement, il va poser la question qu'il y a une situation dans mon département, voilà la situation. Mais au regard des priorités et de l'urgence de l'heure, on peut lui dire que ce que tu dis est pertinent, mais pour l'heure, il y a une urgence, donc on va décaler et on va revenir là-dessus. Maintenant, les autres qui sont en face, qui eux posent la revendication, eux peuvent estimer que votre timing n'est pas leur timing. Eux, ils veulent maintenant et tout de suite qu'on puisse régler le problème. Donc, c'est ce qui souvent amène cette discussion-là. Et au final, le chef du gouvernement, lui, il est obligé maintenant, comme le disait André, en tant qu'arbitre, de réunir tout le monde et puis essayer maintenant de trancher. Là, maintenant, on est, disons, au bout du rouleau. Maintenant, il faut qu'on règle le problème une bonne fois pour toutes. Parce que Brice, peut-être que je ne sais pas si tu voulais nous relancer, mais quand on regarde aussi les revendications, je disais que les revendications corporatistes, bon, c'est tout à fait normal. Élysée m'a répondu, je ne dis pas que j'étais contre, mais si on doit bloquer totalement l'hôpital pour ça, projet de décret instituant une indemnité de suggestion aux fonctionnaires et agents de l'État en activité au ministère de la Santé, projet de décret octroyant une prime trimestrielle à ces mêmes fonctionnaires qui sont agents de la santé, projet de décret octroyant une prime de garde et d'astreinte en faveur des fonctionnaires et agents de la santé. On peut ouvrir le débat, on pourrait en parler. On n'est pas vraiment des spécialistes de santé, mais on est des journalistes. On a quand même un regard assez 368 des choses. Mais ça fait quand même beaucoup de primes pour vraiment le même corps de santé qui en même temps, c'est un corps qui est aux avant-postes, c'est un corps qui est très exposé. Donc, du coup, on n'a pas dit le contraire, mais bon, là, on parle au minimum de 3 primes pour quand même... vous voulez qu'on vous parle des primes des militaires, vous savez, quand vous évoquez la question des primes, vous dire qu'on peut s'en passer, c'est ça? Non, c'est pas ce que je dis. Attention, je ne dis pas qu'on peut s'en passer, je dis que ça fait 3 primes. Ce que je dis, ça dit qu'il y en a qui ont beaucoup plus dans ce pays. Oui, mais il ne s'agit pas de dire pourquoi un agent des impôts est mieux payé qu'un instituteur. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que là où il y a 10 000 instituteurs, il y a 10 agents d'impôts. Tu vas dire, ce n'est pas la même chose en termes de budget. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais il est vrai qu'ils ont besoin des primes, on est d'accord, mais il faut que ça s'inscrive aussi dans un contexte. Dans une situation, ils vont expliquer, les syndicats, je pense ils sont outillés, ils comprennent les contraintes aussi budgétaires du pays. Et là aussi, c'est là où il faut attirer aussi l'attention du gouvernement. Mais justement, je m'apprête à dire, ils ne viennent pas réclamer des primes qu'ils ont sorties de nulle part. On leur a peut-être promis ces choses. On leur a dit, vous avez une prime Covid par exemple, parce que vous êtes front à la situation. Non, et si on vous promet une prime qu'on ne vous donne pas, vous allez le droit de vous plaindre. Non, c'est des projets de décret pour instituer. Eux, ils disent que, compte tenu peut-être de la pénibilité de leur boulot ou des charges qu'ils ont, on devrait instituer un certain nombre de primes. On aura l'occasion peut-être d'en recevoir. C'est vrai qu'il y a de la prime Covid, je vous en parlais ce matin. Oui, la prime Covid, voilà, c'est des choses qu'il voilà, donc du coup, c'est un sujet qui est complexe, ça, il faut l'avouer, on ne peut pas le prendre à la légère. Il s'agit aujourd'hui de faire en sorte que, en tout cas, l'ensemble des corps sociaux, qu'ils soient de la santé ou pas, comprennent à chacun à leur niveau ce à quoi ils ont droit, et le gouvernement soit transparent et qu'ils disent, justement, parce qu'il y a du gaspillage, le gouvernement fait à gauche, à droite, il y a aussi de l'argent à récupérer pour servir les braves personnes aussi qui sont au front tous les matins. En tout cas, notre souhait, pour conclure sur ce sujet-là, c'est que cette situation-là trouve rapidement une solution pour éviter des drames, comme on dit dans les hôpitaux, qu'il y ait des situations qui ne trouvent pas oreilles attentives ou personne pour pouvoir prendre en charge des cas difficiles. En tout cas, notre souhait, c'est que ces discussions qui ont été engagées là puissent permettre que cette grève-là, ce mouvement-là soit levé. Non, on reste persuadé, en tout cas, moi je reste persuadé qu'on arrivera à une solution. Bon, parce que si on doit se fier à votre avis depuis hier, on est dans une mouvance vraiment qui prête au dialogue et à la discussion, et je pense qu'on va aboutir à un terrain d'entente, j'en suis certain. Ok, croisons les doigts. Même si on a perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, c'est notre petit débat qui prend ainsi fin. On poursuit avec notre Luvi entendu. Ça va, le prend ainsi. La liaison était bonne, hein, je me suis dit qu'il prend ainsi fin.
Le Luvier entendu nous vient de la une du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Eh bien, contrôle les travaux en Côte d'Ivoire et à l'extérieur. Le directeur général du BNET, M. Kinapara Koulibaly, échange avec les journalistes. Nous sommes obligés d'être prêts pour la CAN 2023. OK. Ne vous en faites pas. Ouais. Il Il poursuit, ne vous en faites pas. Il y a besoin de rassurer les uns et les autres. Hein, parce que... De toute façon, moi, je suis d'accord avec la phrase, surtout la partie où il dit « Nous sommes obligés d'être prêts pour la CAN 2023 ». Ça, il n'y a pas d'alternative. On est obligé, parce qu'il n'y a pas de plan B, parce qu'on le saura. D'être prêt. Maintenant, le saura. maintenant là où je pense qu'il y a débat, ne vous en faites pas, c'est là qu'il y a débat. Parce que là, nous aujourd'hui, on regarde ce qu'on voit, et on regarde ce qu'on a vécu aujourd'hui. Et l'actualité récente même, aujourd'hui, on était obligé de jouer pour les derniers matchs à l'extérieur, parce que les stades n'étant pas prêts, il y a forcément, je dirais, une justification à ce que les uns et les autres soient plus ou moins un peu inquiets. Donc, quand il nous dit ne vous en faites pas, bon, je suppose que lui, en tant que maître d'œuvre, il n'y a pas de problème, il le dit, mais qu'il comprenne que nous, en tant que citoyens, on a des raisons réelles d'être inquiets, surtout avec le développement de l'actualité ces derniers mois, et qui ont même conduit notre équipe à aller jouer à l'extérieur. Et le dernier rapport même qui a été fait, et bien par le COCAN, le comité d'organisation de la CAN, que par les responsables même de la CAF, dans leur rapport, c'est qu'il y a du retard sur le travail. Il y a beaucoup à faire actuellement. Et déjà, les routes, les stades à finaliser, les routes à faire, les hôtels, les villages CAN, c'est beaucoup de chantiers qui restent encore ouverts. Donc, quand ils nous disent de ne pas nous en faire, nous voulons qu'eux, à leur niveau aussi, nous donnent les preuves et les éléments pour lesquels on ne doit pas s'en faire, en fait. Vous en faites? Non, moi, je ne m'en fais pas. Je trouve que, et ça, c'est toujours un problème de gouvernance, c'est un peu aussi j'allais dire, mon utopie dans la façon de gérer un pays. Parce que je pense qu'il y a un moment où on peut dire aux gens, clairement, écoutez, l'État n'a pas beaucoup d'argent, on fait ce qu'on peut, on essaie d'avancer pour arriver à 2023. Parce qu'en fait, au-delà de ça, c'est la réalité. Parce que je ne suis pas convaincu que les gens sont assis sur des sacs d'argent, ils ont la possibilité de faire les routes rapidement, en 2 ans, ils ne le font pas. En réalité, c'est une réalité, c'est que les États n'ont pas beaucoup de moyens que ça pour faire autant de projets en des temps si courts. Et donc, c'est normal. Il faut qu'à un moment, on dise que, bon, écoutez, là, nous sommes en train de faire le maximum qu'on peut. On essaie d'augmenter les impôts à gauche, à droite pour y aller, mais ce n'est pas évident. Mais cette vérité-là, cette utopie dont je parle, évidemment, on ne peut pas se mettre dedans parce que, on va dire, la gestion d'un pays, ça c'est règle. Il y a l'image qu'on renvoie du pays. Même le Brésil, qui est un grand pays, font partie quand même, le Brésil, du G10, quoi. Ils font partie quand même Mais ils avaient d'énormes retards durant la Coupe du Monde au Brésil en 2016. Donc, pour vous dire que, quand même, c'est jamais évident de construire autant d'infrastructures dans des temps si courts. Mais quand vous nous dites ça, d'ailleurs, vous nous rassurez pas. Ben c'est justement ça. Moi, je ne veux pas rassurer. Je veux que chacun comprenne que la réalité est celle-là. Mais justement, si on nous dit qu'on est prêt, qu'on sera prêt, mais, là, sauf on nous dit qu'on sera prêt. Là. Si vous voulez qu'on réagisse, oublié. C'est ce que je dénonce. C'est-à-dire que je pense qu'il ne s'agit pas de vouloir nous rassurer outre mesure. Parce qu'au-delà de ça, on peut prendre le pari ici, s'il s'agit de dire, est-ce que les stades seront si propres? Est-ce que autour des terrains, tout sera nickel? Je pense que jusqu'en 2025, tout ne sera jamais très propre. Et même, je dépasse même le cadre même de 2023. Donc, ça veut dire qu'il faut juste nous dire que, bon, écoutez, l'État est en train de faire les choses au rythme de ses revenus. Ça veut dire que soit on dit bon, nous, l'État, on n'a pas l'argent, ça va être compliqué, peut-être qu'on ne pourra pas l'organiser. Non, ça, bien sûr qu'on va l'organiser, mais ce ne sera pas propre, ce ne sera pas nickel. C'est-à-dire que vous allez arriver au moment où vous allez trouver des gazons qui sont en train d'être plantés. Quand tu me dis ça, moi, je dis qu'il y a un problème. Et il est important que les uns et les autres s'expliquent. Parce que, pour rappel, je pense qu'il est important quand même qu'on puisse situer le contexte. Pour rappel, la CAN, logiquement, nous, on devait l'organiser en 2021, c'est-à-dire cette année. Parce qu'on l'a obtenu depuis 2017. On devait l'organiser cette année 2021, logiquement la CAN. Ouais. Et le Cameroun devait l'organiser en 2019. Cameroun a les retards qu'il a accusés. On a vu un autre pays qui a organisé, ils l'ont ramené en 2021. Nous, on nous a ramené 2 ans de plus. Et là, on constate que malgré ce report de 2 ans de plus, on est encore en retard. Moi, je me dis qu'il y a certainement 2 choses. Soit ceux-là qui ont la responsabilité de travailler sur le projet et de permettre que les infrastructures sortent et tout ça, ne font pas le travail correctement. Je dis soit, ne font pas le travail correctement. Ou, une autre hypothèse, c'est qu'on a pensé qu'on avait suffisamment de temps
et on a passé notre temps à dormir sur notre laurier et c'est maintenant qu'on veut Ou travailler. troisième hypothèse, ils n'ont peut-être pas eu les moyens de faire le travail correctement. Bon, je suppose, c'est aussi une hypothèse qui peut, Voilà. Non, parce c'est une que hypothèse qui peut aussi Tu avais choisi deux. C'est Je une, pense que la troisième, c'est celle que je c'est défends. une hypothèse qui peut exister. Mais comme je le dis, je reste fondamentalement attaché au fait que on a eu cette CAN il y a quelques années de cela et logiquement, on devait être en train de l'organiser aujourd'hui. C'est vrai que le retard, moi, comme je le dis, le retard peut advenir. Moi, je ne suis pas fataliste. Le retard peut advenir. Aujourd'hui, les rapports peuvent nous dire qu'on est en retard. Mais c'est nous, Ivoiriens, c'est nos autorités et nous, les populations, de prouver qu'on a cette capacité-là à nous surpasser pour réaliser des travaux dans des délais même que certains pensent Je veux te impossibles. prendre au mot, Je pense que Élysée. c'est Non, ça. je veux te prendre au mot, ça nous permet. Parce que Vas-y. tu as dit, on doit prouver qu'on a cette capacité. Oui. C'est pour ça que j'ai répondu, moi, dans mon analyse, que ce n'est pas parce qu'on n'a pas la capacité. Je n'en suis pas sûr. C'est ça. Ce n'est pas parce que les Brésiliens n'avaient pas la capacité. C'est parce que je pense que, au regard de l'ampleur, on n'a pas, franchement, la vérité, on n'a pas les mêmes moyens colossaux que les États-Unis. Avant même, quand on dit un mondial organisé aux États-Unis, bon, déjà même, ils ont déjà plein de stades en bon état, etc., qui sont déjà de vrais acteurs économiques dans leur quartier, enfin dans leur ville. C'est-à-dire que c'est des stades qui font déjà des concerts, qui font des trucs. Donc on a le temps quand même de le peaufiner, de le rendre beau. Et quand on dit on organise un tournoi, bon, ça va quoi. Donc c'est ça. Nous, la difficulté ici, on part souvent de zéro. Et je pense que partir de zéro, ça demande des moyens colossaux. Ça demande surtout d'être réaliste aussi, André. Oui, mais c'est ce que je suis en Non, train de mais dire. moi, je vais rebondir parce qu'en ce moment-là, je me pose la question de savoir si tant est qu'on doit suivre ce qu'André dit. Ouais. Qu'est-ce qui nous a motivé à aller poser la candidature? Mais En parce posant la que- candidature, non, mais- c'est dans quel parce que- objectif? enfin- Parce qu'on pensait que les gens, on allait recevoir de l'argent, oui, on allait recevoir une aide extérieure pour pouvoir réaliser la canne. Parce que je suppose qu'il y a un plan. Parce que Il y a un je- plan oui, qui je dit, suppose. nous, on Je a suppose. besoin Il y a un de cahier 7 milliards pour Il y a un cahier de réaliser 5 charge. stades. Mais Brice, Ouais. allons-y même, il y a un cahier C'est de charge. intéressant. Vous dites que si tu veux organiser la CAN, Ouais. voilà ce que tu dois remplir comme condition. Et puis tu as dit oui, moi, je veux organiser la CAN. Maintenant, c'est quand tu finis de dire OK, et c'est là maintenant tu dis, bon, Voilà. où est-ce que je vais trouver les C'est moyens? ça. Non, mais parce que je ne comprends même pas la position de l'Élysée. Parce non, mais en fait, il me rejoint d'une certaine façon. Parce que justement, c'est ce que je dis. Je dis, c'est la réalité. La réalité, c'est que on n'a pas, d'abord, Brice l'a dit, on n'a pas l'argent quand on dit, OK, on va organiser la CAN. Mais ce que l'Élysée, quand même, doit pouvoir comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la question de l'argent. Le sport, c'est toute une ambiance. Ça installe le pays dans quelque chose. Donc, on peut quand même vouloir organiser la CAN parce que la question, ce n'est pas seulement les moyens financiers pour construire. C'est aussi tout ce que ça va apporter. C'est aussi comment ça va impacter l'économie, etc. Donc, il y a plein de choses. Et puis, comment ça va améliorer aujourd'hui les stades. Parce que là, on va sortir un nouveau stade à Yamoussoukro, à Korogo, à San Pedro. Il y aura 2 stades à Boaké. Il y aura 2 stades à Abidjan. Donc, tout ça, c'est toujours un prétexte pour améliorer un certain nombre de choses. Et on peut se permettre de prendre ce risque-là. je Tiens, pense. à propos d'amélioration, j'ai une petite idée. Je me dis, bon tiens, les éléphants n'iront pas au mondial. Ouais. ça. On devait mobiliser des fonds pour les accompagner et tout ça. Ouais. Peut-être qu'on va prendre cet argent-là pour nous aider à terminer les stades, comme on n'en a pas beaucoup, comme vous dites. Ben, par exemple, Ouais. de toutes les façons, ça avait été. Le budget avait été plus. Peut-être que ça va, et- ça va Ça va servir à servir aux accélérer pompiers les ou travaux. Oui, bien sûr. aux médecins qui sont en grève. D'accord, Voilà, messieurs on Sait-on jamais pourrait parler. En tout cas, Oui, mais les médecins, en tout eux, ils cas, demandent des décrets, hein. le directeur général du BNET nous dit, ne vous en faites pas. Voilà, On veut bien croire. ne vous en faites pas, Élysée. On veut bien On croire. va à la pause. Ne vous en faites pas, Élysée. Nous sommes de retour pour la deuxième partie du Live Talk. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous accueillons notre invité. Avec beaucoup de plaisir, hein, je peux vous le dire. Nous recevons le colonel-major Issa Sako. Il est dans notre compagnie. Il est le commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Bonsoir, colonel. Bonsoir. On dit colonel-major, on dit colonel. Mon colonel. Mon colonel. Voilà. Bonsoir, mon colonel. Comment allez-vous? Ça va très bien. En tout cas, je disais, on est très très heureux de vous recevoir parce qu'on a souhaité depuis longtemps vous avoir à cette émission. Là, aujourd'hui, c'est chose faite parce qu'on sait justement que vous avez beaucoup d'interventions. J'en veux pour preuve le total des interventions de janvier à octobre 2021, près de, exactement, 25 227 interventions. Tout à fait. Vous avez les bons chiffres. Là. Ouais, je vous en prie. Comment se porte la maison? De mieux en mieux. Vraiment de mieux en mieux. Il faut dire qu'on a connu des moments très difficiles où on avait vraiment du mal à répondre aux sollicitations.
Mais depuis quelques années, nous avons pu obtenir vraiment des matériels de qualité et aussi en quantité. On arrive à faire des choses qu'on ne faisait pas il y a quelques années. Sur ça, là, les 25 225, est-ce qu'on a, parce que vous dites que les choses se sont améliorées, est-ce qu'on a une idée de votre capacité de projection? Est-ce qu'on se dit que c'est plutôt 30 minutes, 50 minutes ou moins? Enfin, c'est quoi les temps comme ça pour que vous arriviez sur un théâtre de sinistre? Non, le temps pour arriver sur une intervention n'est pas compté. D'accord. Ce n'est même pas réglementé parce qu'on a le temps pour démarrer. Une fois qu'on est averti, à quel moment l'engin doit quitter la caserne. Ouais. Donc, on a ce délai-là. Maintenant, tout le reste, ça dépend du temps. Vous avez dit, Ça dépend. mon colonel, il n'est pas compté, il n'est pas réglementé, mais j'ai envie de rajouter, il est très décrié. Oui, mais malheureusement, on n'y peut rien. Et c'est normal, c'est humain. Les gens, ils sont dans le besoin, ils attendent des gens pour les secourir. Parce que souvent, l'indication... Juste, pourquoi je vous pose la question, et Élisée va prendre sans doute la suite, c'est que est-ce que nos concitoyens comprennent, j'allais dire, quand les pompiers arrivent, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas d'incidents sur nos routes, mais la façon dont on libère la voie, tout ça, est-ce que ce n'est pas un élément justement qui participe à gréver justement cette capacité de projection-là? Mais si, justement, parce que dès que l'engin est lancé, maintenant, il est confronté à cette jungle urbaine. Il faut qu'il arrive à se frayer un chemin à travers la circulation qui est difficile. Il faut qu'il arrive à repérer le lieu qu'on lui a indiqué. Ça aussi, ce n'est pas évident parce que... Le gars qui indique qu'il est dans souvent, il est sous la panique, oui, c'est ça. Deux carrefours après la pharmacie, vous tournez à gauche. Bon, tout à fait. Évident. On a des repères qui sont assez connus. On arrive à les retrouver facilement. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous les sites. Mais mon Il faut colonel, rechercher. tout à l'heure, nous disions que vous aviez en moyenne 2500 interventions par mois, C'est ça. selon ce que nos recherches nous ont donné. Et on note un effectif global de 1200 pompiers. Environ, oui. Est-ce que le chiffre, dont la moitié à Abidjan, selon ce que j'ai lu, est-ce que vous ne pensez pas en réalité que vous êtes en sous-effectif? Et si d'aventure c'est le cas, comment est-ce que vous comblez ça? Bon, effectivement, nos effectifs ne sont pas suffisants par rapport aux besoins qui sont exprimés par les populations. Mais on arrive à remplir les sites que nous avons aujourd'hui. L'effectif n'est pas suffisant pour les besoins, mais il est suffisant pour les infrastructures que nous avons. Il faut dire que sur Abidjan, nous n'avons que 4 sites indéniés, Zone 4, zone 4, Yopougon. Yopougon et Bingerville. Donc, juste ces 4 sites. Nous avons 13 communes à Abidjan. Donc, il y a un déficit qu'il faut combler. Très bien. Alors, mon colonel, on va revenir, à la mission, parce que c'est important souvent. Il y a beaucoup de choses qu'on se dit, c'est les pompiers qui doivent gérer ça, pourquoi les pompiers ne sont pas là? Alors, concrètement, vous intervenez dans quel domaine? Votre mission, votre domaine d'intervention, mon colonel? La mission telle que libellée dans notre décret de création, c'est de porter secours en mettant en œuvre nos moyens spécifiques. Donc, une fois qu'il y a un besoin de secours, je précise bien, dans le cadre de la défense civile, c'est-à-dire ce n'est pas contre les attaques armées et tout ça, nous on ne va pas les libérer des otages et autres, non. Mais lorsqu'il y a défense civile, nous engageons nos moyens. Donc, quand des gens se sentent menacés dans leur intégrité, leurs biens menacés, nous intervenons. Sur ça, globalement, dans ce cas-là, aujourd'hui, puisqu'on va corréler la question des effectifs et puis votre façon de travailler avec ces pompiers civils. Ça change quoi aujourd'hui d'avoir des pompiers civils? Et au fond, qu'est-ce que ça apporte à l'efficacité de tout le secours que vous pouvez apporter ensemble? Mais ça nous évite de grandes distances parce que déjà, ils sont dans des sites où nous ne sommes pas. D'accord. Maintenant, nous n'intervenons pas, par exemple, spontanément à Dabou
ou à Grand Bassam, parce qu'il y a des pompiers civils là-bas. D'accord. Donc ça nous permet de nous reconcentrer sur les zones où nous sommes. Notamment Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, une partie de l'autoroute et Korogo. Donc ça diminue nos distances, mais ça ne diminue pas vraiment le nombre de nos interventions qui ne fait que croître. Alors, justement, mon collègue, vous m'excuserez, je ne connais pas peut-être grand-chose au niveau des mouvements de l'armée, mais j'ai envie de dire, vous êtes militarisé. Donc, Non, on n'est pas militarisé, on est militaire. vous êtes militaire. C'est quoi la différence? Bon, militarisé, je ne sais pas ce que Vous ça êtes veut militaire. dire. On est militaire, voilà. Donc, il y a des militaires aujourd'hui, vous êtes militaires au même titre que ceux qui sont dans les casernes, à Kwedo, par exemple. Tout à fait. Très bien. Alors, vous n'avez pas d'effectifs, vous n'avez pas beaucoup d'effectifs. Est-ce que, par exemple, vous pouvez formuler des demandes? Parce qu'il y a des militaires qui sont là, qui ont besoin d'exercice, qui ont besoin de mouvement. Est-ce que ces militaires-là, on peut les réquisitionner de temps en temps pour pouvoir vous appuyer? Je ne sais pas comment. On imagine des choses pour vous aider. Oui, mais vous savez, les besoins en militaire dans le pays, ils sont énormes, un peu partout. Donc, pour l'instant, je vous ai dit, les casernes que nous avons, nous sommes suffisamment implantés dans ces casernes-là. Nous avons les effectifs qu'il faut par caserne. Parfois même, nous sommes plus nombreux que la norme, parce qu'on est obligé de couvrir des sites où nous ne sommes pas. Donc, il y a certaines casernes qui existent, donc on dépasse même les effectifs prévus pour pouvoir répondre. Donc, c'est en aux correspondance aux sollicitations en réalité. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure, mon colonel, que de nombreuses choses ont évolué, en tout cas Tout à fait. favorablement concernant vos conditions. Comment on peut les présenter aujourd'hui à nos téléspectateurs? Avant, vous aviez 3 camions, aujourd'hui vous en avez 5, vous êtes passé de 2 casernes à 10 de façon très concrète. Qu'est-ce qui a évolué? Si on prend simplement le nombre de compagnies, on était, il y a 6-7 ans, à 4 compagnies, donc 5 avec Yamoussoukro. 5. Aujourd'hui, nous sommes à 8 compagnies. Une compagnie, c'est environ déjà 120 hommes. Ah. Voilà. Et dans certaines casernes importantes à Abidjan, en 2012-2013, dans toute la ville d'Abidjan, on n'avait pas 2 engins d'incendie, 2 fourgons pompe-tonnes. Pour toute la ville d'Abidjan. Oui, il n'y en avait pas en 2013. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, chaque compagnie a au moins 2, sinon 3 engins d'incendie. Ce sont des engins majeurs, c'est ça. des engins de lutte contre l'incendie, des engins qui coûtent extrêmement cher. Il y en a au moins 2, sinon 3 par compagnie. Sans compter le nombre d'ambulances qui est vraiment important par rapport à ce qu'on avait avant. Des Mon engins- colonel, je voudrais bien réagir. Vous avez donné une information qui est importante, les engins d'incendie. On s'est rendu compte depuis quelque temps à Abidjan que très souvent, quand il y a des incendies, soit dans les marchés ou bien dans certaines zones névralgiques, c'est difficile vraiment d'éteindre l'incendie. On se rappelle tout récemment de Chip Shop, dont l'incendie a pratiquement fait 24 heures pour pouvoir être éteint. Qu'est-ce qui explique cet état de fait-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes sincèrement outillé pour pouvoir faire face aux grands incendies, comme on a eu le cas, par exemple, à l'époque à la CIE ou sur certains chantiers pétroliers, certains champs pétroliers, pardon? Vous savez, les incendies, très souvent, ceux qui ne sont pas professionnels de la chose s'imaginent qu'on peut Dès qu'on arrive avec l'éteindre, le... Oui. voilà, en 2-3 minutes. C'est ça. Non, c'est vraiment un engagement tactique avec la mise en place de certains moyens, le regroupement des moyens et les cheminements à avoir. C'est un métier. Et il n'y a pas que cet incendie dont vous parlez là. Même ailleurs, hein, les incendies, ça dure 3-4 jours. Notre-Dame de Paris, Voilà. aux États-Unis, les feux qui. Voilà. Et ce n'est pas par manque de moyens, parce que les moyens que nous avons déployés sur l'incendie dont vous parlez étaient importants, Ouais, colossaux. c'était important, c'est vrai. Mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. On ne peut pas faire autrement. L'incendie ne peut pas s'arrêter d'un claquement de doigts. On est Mais obligé de quand on vraiment vous mettre entend en pour vous œuvre. relancer, vous donnez le sentiment que l'incendie, c'est un théâtre de guerre, en fait. Mais tout à fait. Nous avons une méthodologie pour
attaquer les feux qui est pratiquement militaire. On parle de marche générale des opérations. On met en place un poste de commandement. Et c'est vraiment, c'est du combat. Mais mon colonel, c'est un combat parce qu'on n'en parle pas. Est-ce que souvent, ce n'est pas dû au fait aussi qu'il y ait un peu d'indiscipline dans la réalisation des infrastructures qui fait que quand vous partez... Ça va Élysée, justement, dans la deuxième partie, on va parler de ces incendies-là, de leurs causes. Mais là, surtout, on parlait de l'action des pompiers. Je suis d'accord, vous me permettez d'emboîter la question. Mais justement, on ne parle pas suffisamment de ces... André parlait de guerre, parce que parmi les pompiers, il y a des victimes souvent quand vous êtes face à des incendies. Tout à fait, tout à fait. Les derniers incendies qu'on a eu, on a eu des blessés, sur des planchers qui se sont effondrés. Wow. Donc, ils sont retrouvés du 4e au 2e étage. Wow. Bon, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais au cours même de l'existence du GSPM, nous avons perdu 9 hommes en intervention. Ouais. Voilà, c'est les risques de notre métier. Un téléspectateur, justement, sur notre page des réseaux sociaux, nous dit, c'est vrai, vous avez parlé des véhicules que vous avez, que vous obtenez. Sa question, c'est, est-ce que c'est des véhicules modernes? Est-ce que c'est des véhicules à la pointe de la technologie? Ou des véhicules recyclés. Recyclés, parce que je ne vous cache pas. Après, on va pas cracher là-dessus. Mon colonel, j'ai un exemple très précis. J'ai participé, en tout cas, j'ai suivi une intervention d'une de vos équipes. Mais je ne vous cache pas que lorsque l'équipe est arrivée avec le camion en question, lorsqu'on a tenté d'envoyer le jet d'eau, mais la pression n'était pas forte parce que les tuyaux ils étaient percés. Je vous promets parce que je l'ai vu. Donc, mais ça date de quand? Ça date pas de l'époque où... Non, il n'y a pas 2 ans. Non, même si c'est récent. C'est très récent, mon colonel. Ça peut arriver. Vous savez, les tuyaux, malheureusement, ils ne sont pas increvables. C'est la matière plastique, etc. Ça peut arriver. Mais... le commentaire de quelqu'un dans cette salle, ça, c'est un vieux camion. Les matériels dont nous parlons sont des matériels neufs. Depuis 3-4 ans, nous n'avons que des engins neufs. Des matériels d'incendie, des tuyaux, des lances qui sont neufs. Même les équipements que nous avons sont conçus et adaptés pour nous. Ouais. Parce que quand vous voyez un engin d'incendie ailleurs, c'est des porteurs d'environ 2500 litres d'eau. Parce que là-bas, ils ont des bouches d'incendie partout. Partout, c'est ça. Mais nous, on est obligé de nous trimballer avec notre eau. C'est ça. Donc, on a entre 6 000 et 10 000 litres dans les engins que nous avons. Mais justement, puisque vous parlez de ça, aujourd'hui, votre capacité, peut-être que je ne sais pas si Brice me permet de comprendre, c'est votre capacité justement à impacter nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, quand on construit un marché, dans la commission technique, il y a les pompiers. C'est dans la même catégorie que l'idée. Ah, d'accord. Donc, ce sera tout à l'heure. Bon, mon colonel, on va marquer une pause et on va vous retrouver juste derrière. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du Bouquet Canal, puis le numéro 6 de la TNT. Ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir le colonel-major Issa Sako. Il est commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire. Mon commandant, la deuxième phase de cette interview-là sera entamée par Élysée, qui avait une question que je lui ai gentiment reprise le temps qu'on parte à la pause. Élysée, c'était... Non, rassure-toi, il n'y a pas de souci. Sans rancune. Voilà, donc comme je le disais au colonel, j'ai demandé au colonel, je disais que on a vu que très souvent vos interventions, surtout dans des endroits spécifiques tels que les marchés et autres, ont été souvent très difficiles. Est-ce que ce n'est pas dû quelque part à cette indiscipline-là dans la réalisation de ces infrastructures? Parce que parfois, il est arrivé des moments où vous avez tenté d'avoir des bouches d'incendie et c'était pratiquement impossible. Donc je veux... Moi, je voulais, avec la permission d'Élysée, reformuler la question et la rendre plus large. Quels sont les vrais problèmes que vous rencontrez, mon colonel? C'est ça. Peut-être secteur par secteur. Si on parle de, voilà, je vais aller rapidement sur le problème des marchés. Il n'y a pas d'indiscipline dans la construction. Vous savez, en matière de construction de toutes ces infrastructures-là qui passent par le permis de construire, les règles sont respectées. Tout est mis en place pour que tout ce qui est prévu pour la sécurité du bâtiment soit mis dans la construction. Laissez-moi deviner, c'est les questions d'indiscipline d'occupation. C'est l'exploitation. C'est l'exploitation qui crée tous les problèmes dans les marchés. Un marché qui est conçu pour 1000 commerçants, toutes les installations sont faites pour,
vous avez 2000 personnes dedans. Voire 3000. Voilà. Et il y a une personne qui va construire Son petit magasin au-dessus d'une bouche Voilà, les poteaux d'incendie, les bouches sont vandalisées, vous allez les trouver dans les magasins. Ouais. On a fait des visites de bouches et poteaux d'incendie, on a découvert des choses terribles. Il y en a même dans des habitations. Donc, l'exploitation qui pose problème. Même les voies de circulation, parce que dans les marchés, il y a des voies pour faire passer les engins d'incendie. Ces voies-là sont... Obstrué. Alors, si vous allez dans un marché, vous allez penser qu'il n'y en a pas, mais il y en a. Vu que vous parlez des voies, mon colonel, Non, il y a des voies pour les bus, il y a des voies spéciales pour les bus. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce qu'on parlait tout à l'heure du temps que les camions ou les engins mettent à arriver sur les lieux. Pour moi, est-ce qu'il n'y a pas dans vos politiques, avec le ministère des Transports, je ne sais pas, avec la voirie, qu'on dégage beaucoup plus de voies pour pouvoir laisser circuler vos engins? Bon, je n'ai pas de réponse à ça. Hein. Non, Nous, mais- on passe par les voies qui existent. Même les voies de bus, nous, on les utilise. Voilà. En cas d'urgence, on peut les utiliser. Donc, est-ce qu'on va réserver Discipliner toutes les la voies population. pour les Non, mais pompiers? ça existe, mais pour rappeler un peu notre invité du lundi, Mme Brogrébé, c'est qu'il y a une conscience aussi citoyenne. C'est ça qui doit... C'est-à-dire que moi, j'ai du mal à comprendre certains de nos concitoyens qui entendent bien les sirène sirènes et de qui pompiers ne- et qui sont ne dans leur cèdent pas la voiture. voie. Pour eux, tout se passe Voilà, bien. qui ne cèdent pas la Alors, voie. c'est ça aussi. Et voilà, partout dans le monde, on laisse passer l'urgence parce qu'on se dit c'est C'est une une vie vie qu'on va engagée. pouvoir sauver, etc. Donc Ce ça, fameux c'est- incivisme là dont oui, vous... ouais. Oui. Pour revenir toujours à notre sujet, est-ce que finalement, vous participez, on va dire, avec les mairies chaque année, enfin, en termes de formation, est-ce que voilà, les services techniques des mairies, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on fait à côté de vos interventions, parce que vous intervenez, mais est-ce que vous mettez en face des programmes qui vont vous permettre d'éviter tous ces genres de situations? Franchement, non. On n'a pas le temps de faire ça. Ouais. Parce que vraiment, nous sommes Surtout dans les engagés roches. dans quotidien, Tout dans l'opérationnel. le roche, ça. Au quotidien. On essaie. On a des bureaux qui sont chargés de faire des études de prévention, de sensibilisation, mais il n'y a pas vraiment d'écoute. Il n'y a pas vraiment d'écoute. Je ne vais indexer personne, mais il y a des maires, on leur écrit, ils ne répondent pas. Ils ne répondent même pas pour vous dire qu'ils ont reçu. Voilà. Donc, Bah, est-ce il y a- qu'ils sont vraiment Il y a intéressés? une forme d'incivisme à beaucoup de niveaux. beaucoup, oui. Justement, on parle même de ces... j'ai eu la chance de m'informer sur vos missions, sur vos activités. On ne parle pas souvent de ces appels qui sont des Fantaisistes. appels Oui, ça, c'est un autre fantaisistes. cas qu'on va- C'est un autre problème que vous rencontrez au lutter quotidien. contre Vous avez donné des chiffres. Sur 1000 appels, Oui, on fait en moyenne entre 85 et 90 interventions par jour, en moyenne. Wow. Mais on a combien d'appels? Je ne sais même plus. Entre 2000 et 5000 appels. Le téléphone sonne de 5 h du matin à 1 h Ouais. le lendemain. Ça n'arrête pas. Donc, sensibiliser les gens, je pense qu'il faut le faire à tous les niveaux. à tous les niveaux. Et après, on parle de vos interventions qui sont dans certaines zones qui sont freinées, oui, retardées par des populations soi-disant en colère, Hostiles. qui caillassent des camions déjà qui ne sont pas très nombreux. Non, mais bon, on revient toujours à cette même question de citoyenneté, mais je me dis que peut-être il y a quelque chose que vous devez faire. Est-ce que ça, c'est une piste pour vous? Est-ce que vous avez des programmes, vous intervenez dans des écoles? Il y a tout ça, cette construction de la citoyenneté autour du secourisme. Est-ce que déjà dans les écoles, vous avez des programmes comme ça? Oui, on a des programmes d'information dans certaines écoles. On a même envoyé déjà un courrier au ministère de l'Éducation nationale qui a trouvé ça totalement favorable. Ouais. Et nous allons mettre en place des équipes pour sillonner les écoles dans les différentes directions régionales pour non seulement sensibiliser les enfants au respect de la chose sécuritaire, mais aussi les former au secourisme. André parlait tout à l'heure d'arbitrage concernant donc le budget de l'État ou ce qu'il faut mettre en place pour que les uns et les autres soient pleinement en satisfaction. Mon colonel,
Combien aujourd'hui, je suis sûr hein, que vous êtes d'accord avec moi que les casernes ne suffisent pas en ce moment. Vous en souhaitez plus. Vous en souhaitez plus, on est d'accord? Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Combien aujourd'hui il faut aujourd'hui pour mettre en place une caserne? Est-ce qu'en termes de budget, c'est quelque chose qui est réalisable sur 1 an, sur 2 ans, en perspective? Voilà, vous avez parlé déjà de 120 personnes au moins dans une Ouais, au compagnie. moins. Mhm. Donc tout le Bon, reste, ça peut représenter quoi? Je ne peux pas vous donner d'évaluation précise, mais nous avons travaillé avec certaines collectivités sur la possibilité de mettre en place une caserne de pompiers, sans compter le personnel qui est pris en charge par l'État. Il faut environ 2 milliards pour mettre en place les infrastructures et le matériel d'incendie, Ouais. environ. Mon colonel, je voudrais vous poser cette question suivante-là. Elle est relative à vos interventions. Quelles sont les interventions les plus récurrentes auxquelles vous avez affaire? Est-ce des incendies? Est-ce des accidents de circulation? Est-ce des... Les accidents domestiques. Non, il faut dire qu'on a 80% de nos interventions c'est du secours à victimes. Victimes d'accidents, blessés, malaises, etc. Ok. 80%. On a 10% d'incendies. Voilà, 10% d'incendies et puis les 10% autres, c'est vraiment autre des chose. accidents divers? Voilà. On a malheureusement noté un drame à Assini récemment. Je sais qu'il y a une caserne à Yamoussoukro pour pouvoir couvrir. Donc c'est sûr qu'en termes d'implantation, vous auriez souhaité peut-être avoir une caserne dans cette zone-là. Parce qu'en plus, il y a la mer, mon commandant. Bon, pour Assini, la zone d'Assini, il y a des projets qui sont en cours. Des projets avec, je crois, le maire qui a, Ouais, voilà, Baniche, qui a rencontré déjà le directeur du SAMU pour qu'ensemble, JSPM et SAMU, on puisse mettre en place des équipes sur Assini. C'est vrai que le week-end, Assini est pratiquement surchargé. Les risques sont énormes. Donc, si ça arrive à terme, je pense qu'on pourra faire quelque chose. Vous parlez de risque et il y a un autre risque qui fait parler toute la presse, etc. C'est le moment des pluies diluviennes. Est-ce que vous avez un dispositif déjà que vous préparez aujourd'hui? On va dire à la limite, on commence à être un peu habitué, on est dans un pays tropical. Est-ce que voilà, vous avez adapté votre fonctionnement et qu'est-ce que vous avez prévu justement par rapport aux pluies diluviennes en général? Non, généralement, les interventions liées aux pluies, c'est de la mise en sécurité des personnes qui sont coincées ou qui sont menacées par la montée des eaux. Donc, nous mobilisons nos engins qui sont capables de rouler dans des zones inondées et on met en alerte le maximum de personnes pour pouvoir les déployer sur les sites qui sont inondés. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Quand il y a un éboulement, la terre qui se dérobe sous les déverse pieds, dans une maison, on ne peut qu'aller rechercher les corps. En fait, ce travail lié aux pluies, il doit être fait vraiment en amont. La sensibilisation, sensibiliser les populations à quitter les zones à risque, parfois les contraindre, parce qu'on sait que lorsque la pluie va arriver, ces personnes-là vont mourir. Donc, il faut les contraindre à quitter ces zones qui sont identifiées, qui ont été toutes répertoriées. Donc, il faut passer à l'action. Mon colonel, vous avez dit tout à l'heure que là où sont les pompiers civils, en réalité, vous n'y êtes pas. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y est arrivé des moments où les pompiers civils, dans leur intervention, ont fait appel au soutien du GSPM et quand ça a été le cas, comment la collaboration se fait sur le terrain? Non, il n'y a vraiment aucun souci. Nous avons un centre d'appel qui est très connu. Donc, généralement, même les interventions qui leur sont dévolues passent par nous. C'est ça. Ok. Donc, quand les gens appellent 180 ou nos numéros directs, quand on voit la zone, on les appelle eux. Directement. Pour leur dire, OK, dans votre zone, il y a telle chose, dans tel coin, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous intervenez? Oui ou non? Oui, on y va, nous on laisse tomber. Ou bien non, on est déjà pris sur une autre, on n'a plus d'engin disponible, nous on y va. Ouais. Donc, à plusieurs reprises, on a pu parfois même travailler ensemble sur certaines interventions où il fallait des équipements particuliers.
on le fait ensemble. Y a pas de- Certains se sont plaints, parce que mon colonel, vous me direz chaque fois que je m'adresse à vous, c'est peut-être pour formuler une plainte. Franchement. Oui, mais certains se sont plaints que certains pompiers leur ont dérobé des choses pendant des interventions. D'autres se sont plaints que on les a pris en charge sur un lieu d'accident, arrivés au jus, les pompiers les ont abandonnés. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Est-ce que ce sont des légendes urbaines? Surtout la deuxième partie, c'est de savoir exactement quelle est Le process, la en fait. mission une fois qu'on a sauvé quelqu'un et qu'on est dans un centre hospitalier. Qu'est-ce qu'on fait, Le process, les c'est quoi? pompiers? Sur ce point-là, les choses sont claires. Nous, une fois qu'on arrive dans un centre hospitalier, notre travail s'arrête. C'est à l'hôpital de prendre en charge la victime pour la suite. Mais est-ce que vous attendez que quelqu'un prenne en charge ou bien vous déposez, vous partez? Enfin, c'est vraiment ce petit moment Bon, il est charnière. arrivé- Il y a un gap qui est important. En principe, je dis bien en principe, Ouais, lorsqu'on arrive, les agents de santé viennent même ouais, directement. accueillir Ouais, à c'est ça. l'engin Ouais. pour porter la victime dans les Dans le- urgences. ouais, ok, c'est ça. Mais si malheureusement ils sont pris pour telle ou telle raison, nous-mêmes nous les emmenons dans la salle. C'est ça. Et puis on fait quoi? Ben, on les Parce qu'il y a une autre Laissez-vous intervention partir. encore à faire. Donc, Voilà. voilà. Maintenant, pour le côté, est-ce qu'il vous est arrivé de sanctionner certains agents qui Oui, ont été reconnus coupables de Vous savez, de D'actes dérober? délicieux. dans toute corporation, il y a des brebis galeuses. C'est ça. Donc c'est des choses qui sont arrivées. Il y a des gens qui ont été purement et simplement radiés. Mais il faut dire que la plupart du temps, les pompiers ne sont pas les premiers sur une intervention. Ouais. Il y a toujours des badauds, il y a des gens... C'est ça. Nous sommes arrivés parfois sur des sites où les victimes ont été complètement dépouillées Ouais. par les Les passants. badauds sur les accidents Voilà. de circulation, Donc ouais, c'est terrible. là, on n'y peut rien. Vous avez été très gentil tout à l'heure, hein, mon colonel, de dire lorsqu'on arrive, peut-être qu'ils sont pris à soigner. On se souvient, mon colonel, qu'il y a eu un poste où vous étiez vraiment à l'époque plein du fait qu'effectivement cette prise en charge-là n'était pas comme vous le souhaitiez. Est-ce qu'il y a eu des améliorations entre-temps? Est-ce que vous vous êtes oui, parlé? nous avons des contacts directs et permanents avec les directeurs des hôpitaux. Et lorsque parfois il y a des mésententes entre Ouais. nos hommes et les personnels qui sont aux urgences, on arrive à décanter. Parce qu'il faut dire que on essaie d'être accommodant. On prend une victime à Yopougon. Son état nécessite un CHU. C'est ça. On prend la personne à Yopougon, on l'envoie à Cocody. De Cocody Cocody, on nous vous dit dit non, il n'y a pas de place, c'est conseillé, bon, les gens, ou bien il n'y a pas de scanner, Ouais. on va à Trècheville. C'est ça. Trècheville nous dit non, on ne peut rien, c'est pas. On va à Angré. Donc, vous baladez avec la Oui. victime. Mais parfois, on reste avec des victimes pendant 5 heures. Bon, à la fin, on fait quoi? Il n'y a plus rien. On la De dépose, toute la façon, vous ne pouvez pas la soigner. Donc, non. Mon colonel, on ne il peut y pas a- la ramener en caserne non plus. Ben, Mon- donc, mon colonel, ça courage, fait partie hein. des problèmes dont on parlait, hein, Vraiment, que vous c'est rencontrez, mon beaucoup de colonel. courage. C'est Mon bien colonel, de- moi, je voudrais de terminer dire par que- ça, s'il vous plaît. Oui, et la puis on toute termine dernière l'émission question. surtout aussi. OK. La toute dernière question. Certainement que plusieurs Ivoiriens vous ont suivi et certains sont vraiment ont cette volonté-là de pouvoir intégrer le corps. Comment fait-on pour devenir pompier? Militaire ou pompier Oui, tout pompier court. militaire. Pompier militaire, il faut être militaire d'abord. OK. Donc, les militaires du rang, ils sont recrutés quand il y a des recrutements de militaires du rang. Les sous-officiers, soit c'est des militaires du rang qui deviennent sous-officiers, soit c'est des sous-officiers qui sont issus de l'école nationale des sous-officiers d'active. Et les officiers, ils viennent Les femmes. de l'école de formation des officiers, de l'Académie des forces armées. Et nous recrutons ceux-là que nous formons pour en faire des pompiers. Merci, mon colonel. Colonel-major Issa Sako, merci d'avoir été en notre compagnie. Je pense que votre passage ce soir-là aura eu le mérite d'éclairer la lanterne des uns et des autres sur vos missions, sur vos difficultés. Parce que nous, on ne le dira jamais assez, pour avoir été au contact avec vous de ce que vous vivez au quotidien. Vous rencontrez d'énormes difficultés, mais surtout, votre volonté est à saluer. Et nous tenions justement à vous recevoir sur ce plateau-là pour, au nom de toute la Côte d'Ivoire, vous dire bravo pour le travail effectué, même si
on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. On sait que vous avez besoin de beaucoup de moyens pour être beaucoup plus efficace. Et donc, au nom de toute la chaîne, on voulait vous dire bravo. Un message pour les Ivoiriens en 15 secondes pour terminer l'émission. Je voudrais d'abord vous remercier de l'opportunité que vous nous avez donnée de nous faire connaître, encore une fois, d'exprimer nos difficultés. Tout ce qu'on peut dire pour finir, c'est que notre volonté et notre détermination à servir, elle est intacte. Donc, nous n'allons pas cesser de faire ce qu'il faut pour que les populations soient satisfaites de notre action. Encore une fois, merci. Merci, colonel-major Issa Sako, commandant du groupement des sapeurs-pompiers militaires, le GSPM. Merci André, merci Élisée. Merci. Merci à toutes les équipes techniques et tutoriales. Ce numéro a été réalisé par Eliane Lago. Et bien, toutes ces équipes se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne fin de programme sur la FTV. Nous on vous retrouve demain, jeudi, pour un moment de décryptage. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.